Folie Sativi. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien. Qu'est-ce que vous êtes devenu entre-temps? Je suis devenu un citoyen ordinaire, comme tout le monde, et qui cherche également des solutions, des voies et moyens pour sortir notre pays des ténèbres, et qui observe, analyse également, continue de réfléchir. Pourquoi vous êtes plongé dans ce grand silence? Je pense que la dernière fois, ma dernière sortie, c'était également sur Victoire FM, Oui. où j'avais annoncé que j'étais porté d'un message d'espoir, mais par après, ce que je constatais, ce que je voyais, tout ça m'a obligé à rebrosser chemin en attendant, parce que je n'entrevoyais vraiment pas de changement en ce temps. Je me suis dit que le moment n'était peut-être pas encore propice. Et puisque je ne marche pas seul, le message que j'ai également reçu était de se calmer en attendant, d'observer, d'analyser. Et effectivement, je me suis calmé, et ce qui a été conçu, ce qui a été pensé et ce qui a été dit est en train de se réaliser. Est-ce dire qu'aujourd'hui on peut noter une maturité entre griffes chez Folie Sativi? Ce n'est pas forcément de la maturité, mais je pense que nous étions déjà matures en ce temps. Mais ce que je dis, c'est par rapport à la situation politique de notre pays. J'avais déjà dit sur Victoire FM ici que tel que les choses se font, ce n'est pas possible qu'on puisse obtenir le changement. Parce que il y a bien d'acteurs qui parlent, qui disent vouloir le changement, mais qui en réalité font exactement le contraire de ce qu'ils proclament ou de ce qu'ils professent. Nous avons fait l'objet d'assez de calomnies, de médisances, d'assez de complots. Il y a beaucoup qui ont comploté contre nous, contre le mouvement, en aucun cas, et principalement contre moi-même. Beaucoup, c'est qui? Je parle des acteurs politiques de l'opposition, de la société civile. Pour quelle raison? Ah bon, vous savez, il y a l'envie, il y a la jalousie. Il y a beaucoup qui auraient aimé faire ce que Folie Sativi est en train de faire, mais qui ne peuvent pas le faire. Il y a beaucoup qui m'ont vu faire des choses, qui se sont vus incapables de les reproduire, et plutôt que de chercher des moyens de faire mieux, ont plutôt préféré saboter toutes les actions, tout ce que Folie Sativi fait. Et je vais vous dire, les militants, même du mouvement, en aucun cas ont été abordés, presque tous ont été abordés. Il y a des partis politiques, il y a des organisations de la société civile qui les ont appelés, qui leur ont dit des choses pas possibles, et leur ont demandé de les rejoindre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de militants qui ont rejoint certains partis politiques de l'opposition, ou des organisations de la société civile. Mais tout ça, moi j'attendais, je regardais, j'observais, je voulais voir jusqu'où ils comptaient en réalité aller. Quel était en réalité leur objectif final. Et je les observe, j'ai vu. Et finalement, je vois qu'en réalité, c'était pour pas grand-chose. C'était pour pas grand-chose. Est-ce dire aujourd'hui que votre mouvement en aucun cas est vidé de son contenu? Pas vidé. C'est une coquille vide qui reste pour vous? Mais je pense que c'est plutôt une expérience enrichissante. Parce que cela nous a permis de découvrir également le visage de certaines personnes. Moi, je veux travailler avec des gens de qualité. Des gens qui ne sont pas prêts pour un oui ou un non de trahir les convictions profondes qu'ils estiment défendre. Si, depuis 2017, Folie Sativi n'a pas accepté jouer au jeu d'un certain Adou Seibou, par exemple, si Folie Sativi n'a pas accepté se ranger du côté du pouvoir, et malgré les vents, les tempêtes, malgré les soubresauts, est demeuré tel qu'il est, n'a pas changé de conviction, n'a pas changé de cap, c'est pour une raison. Et si effectivement, ce pourquoi j'ai dit non à toutes les propositions, à toute forme de corruption, si je dois pouvoir le faire, il faut que je sois entouré de gens de qualité. Mais on sent de l'amertume dans vos pas de l'amertume en réalité, mais je sens c'est plutôt de la joie, parce que je suis plutôt heureux de voir certaines situations se poser. On dit toujours qu'il y a le bien dans le mal et le mal dans le bien. Et moi, j'ai plutôt vu du bien dans le mal que les gens ont cru vouloir nous faire.
J'ai vu plutôt du bien. Et cela m'a permis également de comprendre qu'en réalité, ce pays ne pouvait pas changer avec ces acteurs-là. Si, depuis 1990, nous étions en train de faire la lutte pour le changement et que ça ne change pas, alors il faut comprendre qu'en réalité, le problème, ce n'est pas cette population, mais c'est plutôt les acteurs qui ne sont pas prêts au changement, qui professent le changement, mais qui en réalité ne reflètent en rien le changement qu'ils professent. Justement, venant au propos des... Il y a des gens qui sont arrivés même à me comparer à Tavio Moret, qui en sont même allés plus loin et qui ont dit bon, que Folie Sativi avait beaucoup plus de choses que Tavio Moret, que s'il était, c'est grâce à lui que ce pays pouvait être libéré. De toute façon, moi je n'ai jamais dit que j'étais plus intelligent que quelqu'un, mais tout ce que je dis, c'est que je veux le changement. Et me connaissant, tu sais, nous sommes en Afrique ici. Nous sommes en Afrique. En toute chose, quand vous grandissez, à un moment donné, il faut chercher à se connaître, à savoir qui on est réellement. Et vous l'avez fait? Moi, je me connais. Je sais qui je suis. Le président Faure Gnassingbé sait qui je suis. Ceux qui sont au pouvoir, ils savent qui je suis. Et je sais que si changement doit y arriver dans ce pays, ça ne peut pas arriver sans moi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme. Mais c'est quelque chose qui a été écrit. C'est quelque chose qui existe déjà. Regardez un peu. Toutes les fois que j'ai quitté la scène politique, rien ne va. Ce n'est pas de la suffisance, mais observer, analyser, c'est ça également. C'est pour ça que le cerveau... Donc si on vous comprend bien, vous êtes la clé de ce changement-là aujourd'hui. Moi, vous proclamez le messie de cette alternance. Je pense que je fais partie de ceux par qui ce changement passera. Je fais partie de ceux par qui ce changement passera dans ce pays. Aussi longtemps que nous resterons silencieux, il n'y aura pas de changement. Mais s'il doit y avoir changement, c'est que ça passera effectivement et obligatoirement par nous. Et ce sera avec votre mouvement en aucun cas? Pas forcément, j'ai dit nous. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont là. Je fais partie de ces acteurs-là. Et aujourd'hui, quelle relation vous lie avec vos aînés de l'opposition ou de la société civile togolaise? Disons que à ce jour, je n'ai vraiment pas de relation spéciale avec quelqu'un. Il y en a avec qui je discute correctement, avec qui je m'entends correctement, et il y en a avec qui, bon, que depuis un certain moment, je n'ai même pas eu à contacter, ou que j'ai eu à contacter, mais avec qui le courant n'est vraiment pas passé. Donc je peux dire que bon, de toute façon, moi je réfléchissais toujours à le meilleur moyen d'avancer, au meilleur moyen plutôt d'avancer, et moi je le fais, et j'attends, je sais que dès l'instant où je décide de faire quelque chose, je le ferai, et ça aboutira. Ok. Entre-temps, on aurait appris que vous avez eu l'idée, l'ambition de transformer votre mouvement en aucun cas, en un parti politique. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi vous voulez faire cette mutation? Je pense que si nous l'avons voulu, c'est justement par rapport aux enjeux de l'heure. C'est par rapport aux enjeux de l'heure. Parce que nous estimions que le mouvement était plus dans les droits de l'homme, était plus dans les... Est-ce qu'il est reconnu par les autorités en place, le mouvement en aucun cas d'abord? Naturellement, ils n'ont jamais voulu le reconnaître, mais ils l'ont reconnu. Le premier responsable de ce pays l'a reconnu. Vous parliez tout à l'heure d'une grâce présidentielle. Quand on voulait me libérer, on a bien mis Folie Sativi, porte-parole du mouvement en aucun cas. C'est une très grande reconnaissance. Déjà suffisant pour vous. C'est assez pour avoir grand. une base légale. C'est assez grand. C'est assez grand. Nous sommes partis au ministère à plusieurs reprises où nous avons voulu légaliser le mouvement en aucun cas. Ils ont dit non, que ce nom ne nous plaît pas. Il faut changer de nom. On dit mais on change de nom comment? Ils ont dit non, tant que vous ne changez pas de nom et tant que vous ne changez pas le contenu de certains objectifs, on en résiste. On a dit tant mieux. Il y a le ballet citoyen qui est au Burkina Faso. Il y a le mouvement Y en a marre qui est au Sénégal. Il y a bien d'autres mouvements. Filine Biloucha et autres. Ils fonctionnent exactement comme nous. De toute façon, ce qui intéresse n'est pas le mouvement parce que ce sont des personnes physiques qui intéressent. Et ils ont refusé. Au moment où nous voulons également enregistrer le Front commun pour le changement, ça a été la même chose. Ça a été la même chose. C'est ça qui vous a poussé même à aller au-delà, à pousser Justement. le dé un peu plus long en disant que vous voulez avoir une formation politique. Justement. Et où en êtes-vous avec l'idée aujourd'hui? Moi, je pense que dans les jours qui viennent, on va s'annoncer dans ce sens.
on va faire des choses dans ce sens. Et globalement, un peu de recul, quelle analyse vous faites de la situation de ce politique actuel au Togo? Quand vous regardez un peu les choses, vous vous demandez si certains ne se sont pas entendus pour pourrir la vie des citoyens de ce pays. Si certaines personnes ne se sont pas entendues pour tourner en rond la population. En termes clairs. Si ce n'est pas du jeu, du pipos, tout ce qui est en train de se faire. Et quand vous ne voulez pas faire partie du jeu, on essaie de vous mettre à l'écart. On essaie de comploter contre vous. On fait tout pour vous nuire. Et vous êtes passé pour le méchant. C'est ce qui se fait. Parce qu'on voit que vous ne voulez pas faire partir du jeu. Moi, je ne peux pas faire partir de ce jeu-là. Je ne suis pas un homme qui trahit ses convictions pour de l'argent. Mes convictions ne sont pas solubles dans l'argent. Non. Depuis 1 an et quelques, j'ai eu des problèmes financiers. Pas possible. J'ai chuté financièrement, il faut le dire. Pour certains, vous serez lâché même par la diaspora qui vous finançait. Bon, pas que je suis lâché par une certaine diaspora. Mais d'ailleurs, observez quand ils disent ça. Mais c'est les mêmes qui partent dire aux gens dans la diaspora que Folie Sativi a pris de l'argent chez Fort. Je dis, c'est les mêmes personnes qui partent dire des choses pas possibles sur Folie Sativi. Et il y a même un journaliste de Liberté, de la presse, du groupe de presse Liberté, qui a dit aux gens, et ce n'est pas une chose à cacher, que M. Fornasimbe m'aurait construit une belle villa, aurait déposé de l'argent sur mon compte, mais M. Gildas, ceux qui me connaissent, ceux qui me voient, savent que tout ça c'est du pipos. Et parfois quand des informations pareilles arrivent à la maman, à ma mère, elle s'énerve. Elle dit, mais Folie, autant Dieu veut là. Donc vous voyez, c'est un peu surprenant que ce soit ceux qui prétendent vouloir le changement ou se battre pour le changement qui font ces choses-là. Ils ont fait tout. Vous savez, quand je parle un peu de Y'en a marre, des balais citoyens et autres là, vous savez que des gens sont partis voir ces personnes-là pour raconter des bobards sur moi. Mais au fond de la crise en 2017, lorsque le PNP était encore PNP, oui, lorsque les manifestations avaient cours, je vais vous révéler quelque chose. Rapidement. Les mouvements citoyens d'Afrique avaient sorti un communiqué pour soutenir la lutte politique togolaise. Je ne sais pas si vous... L'information était arrivée sur RFI. C'était par RFI que l'information est arrivée ici. C'était moi qui ai rédigé le communiqué. Aujourd'hui, je vais... Au nom de tous ces mouvements. Au nom de tous ces mouvements. Ils vous ont donné l'option de le faire. C'est moi qui ai reçu l'approbation d'écrire le communiqué, de le soumettre. Et je l'ai fait, je l'ai soumis. Et tout le monde a signé, tous les mouvements citoyens ont signé, mais nous avons préféré ne pas signer. Le mouvement d'aucun cas n'a pas signé. Et quand le communiqué est arrivé, ouais, ils ont commencé par acclamer, voilà que nous sommes soutenus ici et là, ignorant que des gens à l'interne étaient en train de faire un travail. Et ce n'est qu'après qu'ils ont compris qu'en réalité Folie Sativi était le maître de ce qui se faisait. Alors, ils ont dit, mais comment était-ce possible que nous n'ayons pas cette ouverture-là, ou bien ces ouvertures, et que Folie Sativi l'ait? Parce qu'ils ont tout fait pour nous détruire. Mais nous, on continuait d'avancer. Que comptez-vous faire actuellement? Parce que les élections sont annoncées à la fin du premier trimestre de l'année. Qu'est-ce que le mouvement En Aucun Cas et son premier porte-parole? Quel est votre plan aujourd'hui? Allez-vous à ces élections-là? Ben, je vais vous dire, actuellement, je me demande si ce qu'il nous faut, c'est des élections. Je ne dis pas... C'est des rendez-vous conditionnels. Je ne demande pas de boycotter les élections. Mais à un moment donné, il faut réfléchir, il faut s'asseoir, réfléchir et chercher la bonne formule pour avancer. Aujourd'hui, est-ce que le problème fondamental du Togo, c'est les élections législatives et régionales? Moi, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème va au-delà. Et c'est en cela que j'ai écrit à des institutions de la République, à des ambassades, pour demander 3 choses. Nous demandons en premier lieu une amnistie générale. J'avais fait cette demande depuis 2021, j'ai adressé un courrier à M. Fornasimbe dans ce sens. Il faut une amnistie générale pour permettre à tous ceux qui sont en exil de
de revenir sains et saufs dans leur pays. Et qui permettra également à tous ceux qui sont détenus pour des opinions politiques de recouvrir leur liberté. Et cette amnistie bénéficie également à tous les acteurs politiques. On essaie de passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé jusqu'alors et on se donne une chance d'avancer ensemble. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, les assises nationales. C'était depuis 2021, mais j'ai reprécisé tout récemment. Où nous allons pouvoir nous retrouver entre acteurs politiques de la société civile, chefs religieux, chefs traditionnels, syndicalistes, tout ce qu'on peut considérer comme leader d'opinion dans ce pays, même les patrons ou les responsables des syndicats des journalistes, doivent se retrouver ensemble, comme une conférence nationale bis, pour parler de l'avenir de la nation, pour discuter des grands sujets. Que voulons-nous pour notre pays? Où comptons-nous être en 2000 tel? Comment comptons-nous y arriver? Tel problème qui se pose, comment comptons-nous le régler? Parce que le problème, ça va au-delà des politiques. Il y a la réconciliation. Et la réconciliation, ce n'est pas qu'entre politiques. Entre politiques, d'ailleurs, même, je pense que la réconciliation se fait très vite. Mais la vraie réconciliation, c'est au niveau de la population. Regardez un peu. On fait semblant d'ausculter certains problèmes, mais qui demeurent. Aujourd'hui, Evé et Kabyé, il y a le problème qui se pose toujours. Allez appeler, allez dans les plateaux. Vous verrez qu'il y a des gens qui se disent, nous n'allons jamais nous parler. Nous n'allons jamais faire le pas. Aujourd'hui, vous entendrez tout à l'heure quand M. Gildas envoie une fille d'une certaine zone chez lui à la maison, sa maman va dire, hey, c'est juste ceux de là que tu as trouvé. Il y a le problème ethnique qui est là, le problème du régionalisme, le tribalisme qui est toujours là. Et c'est quelque chose qui risque de péter. On ne le voit pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays, on n'en a jamais discuté, les plaies sont là, inguéries. Il faut chercher à guérir toutes ces plaies-là, à ramener la paix et la réconciliation, et c'est à partir de cela qu'on va parler maintenant du changement. C'est un peu ce qui a manqué en 1960. Au moment où on a fait les élections législatives de 58, en ce moment, il y avait l'Union des chefs aux populations du Nord, l'UCPN, qui n'était pas d'accord avec Sylvanus Olympio et autres, qui ont été montés naturellement par les Blancs, les Français en ce temps. Mais quand nos grands-pères ont pris le pouvoir, plutôt que de considérer ce paramètre-là, de se dire non, il faut chercher d'abord à régler ce problème-là. On n'a rien fait, on a plutôt considéré cela. C'est ça qui nous rattrape aujourd'hui? Ça nous rattrape. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne discute pas et qui reviennent toujours. Et le troisième point de votre... Le troisième point, maintenant c'est les élections générales. Les élections générales libres et démocratiques. C'est à partir de ce moment-là, après les assises nationales, on s'est parlé. Les chefs traditionnels ont parlé, les chefs religieux ont parlé. On a parlé de tous les sujets qu'il faut. On a mis en place toutes les lois qu'il faut pour la bonne marche de ce pays. On a revu toutes les lois, même la Constitution, on a tout revu. On s'est dit les 4 vérités. M. Fornasib et moi, par exemple, nous sommes dit les 4 vérités. M. Fabre et M. Agbeomé se sont dit les 4 vérités. Tout le monde a dit ces 4 vérités. On s'est entendu, on a défini une route claire. On met en place des institutions provisoires. On met en place une assemblée telle qui délibère, qui vote un certain nombre de lois. On met en place un gouvernement de transition, même si ce n'est pas pour longtemps. Et après, maintenant, on fait des élections générales qui n'excluent personne et auxquelles tout le monde participe. Et qui permettent maintenant d'avancer. On fait les élections législatives, les élections régionales, les municipales et la présidentielle. Et à partir de ce moment, on sait que les mêmes choses ne vont plus revenir. On sait qu'on va pouvoir avancer sereinement. Ok. Rétro, c'est aussi la synthèse de l'actualité au Togo et ailleurs, mais on va commencer avec la première étape. Que s'est-il réellement passé au Togo cette semaine? C'est avec RVC. Le Togo veut augmenter le nombre de députés à la prochaine législature, 117 comme le nombre des communes au lieu de 91 actuellement. Le sujet a été évoqué mercredi lors de la 12e réunion du cadre permanent de concertation. Les discussions ont tourné autour des préparatifs des prochaines élections au Togo, notamment les législatives régionales. Robert Yaodaté, président national du CAR. Sur le découpage électoral, la principale piste de réflexion qui a été retenue, c'est que chaque député soit lié à une commune.
commune. Une commune doit correspondre à un député. Nous devons passer de 91 députés aujourd'hui pour aller à 117 députés. Parce qu'au cas, nous pensons que le développement d'un pays passe par la décentralisation. Le parti Union pour la République UNIR, de son côté, a exprimé son satisfait à l'issue des échanges. Le secrétaire exécutif du parti UNIR, Achole Aklesro, se dit optimiste. Je reste optimiste parce que tous les partis politiques présents ont fait des propositions allant dans le sens de l'amélioration du nombre de représentants à l'Assemblée nationale. Ces propositions vont être soumises au gouvernement et que le gouvernement va les étudier en vue de prendre un décret pris en Conseil des ministres. Mais rien ne contraint le gouvernement à transcrire exactement ce que nous avons retenu. Cette proposition de députés supplémentaires a fait réagir des acteurs de la société civile. Cas de Pascal Agbové espère en décentralisation. Pour lui, cette proposition faite par les acteurs politiques n'est pas la solution aux attentes des Togolais. Pascal Edouard Agbové. Si aujourd'hui on définit le nombre de députés par le nombre de communes existantes, c'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. Vous prenez la commune Agonivetra, Vakposito, et vous prenez par exemple la commune Zion 1 qui quitte Chevier jusqu'à Djagblé. Une grande commune comme Zion 1 ne peut pas avoir un député, et Vakposito même qui n'a pas un petit marché va avoir un député. Quand vous prenez la préfecture d'Agoye, avec des petites communes, on aura 6 députés pour la préfecture d'Agoye, et pendant que vous prenez le grand Zion, vous aurez 4 députés. Cela n'a pas de sens. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Cour suprême du Togo, Abdoulaye Yaya, revient à la charge. Un an et demi après avoir dénoncé les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire, Monsieur Yaya, cette fois-ci, indexe les auxiliaires de justice dont les agissements deviennent de plus en plus inquiétants. Le président de la Cour suprême ne cesse de croire que la mission de la justice est d'assurer le juste équilibre entre l'intérêt général et la protection des libertés individuelles. Bonne gouvernance et lutte contre la corruption, début des remboursements des fonds par les personnalités impliquées dans les dossiers de détournement des fonds. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a confirmé l'information aux hommes des médias. Kimela Baloaba, président de la Plusia. La Plusia a mené des campagnes de sensibilisation, d'éducation, d'information. Et à ce niveau, il est difficile de percevoir ce que ça a pu changer. Mais une prise de conscience collective est en train d'être retrouvée dans la lutte contre la corruption. Sur le plan de la répression, la Plusia a reçu plusieurs plaintes et dénonciations. Certains dossiers ont été traités et dans ces dossiers, certaines personnalités impliquées dans la lutte contre la corruption ont remboursé les fonds qui étaient détournés. Le Togo a été représenté à Genève, en Suisse, au 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 75 ans après, les États réunis à Genève ont fait le bilan de leur engagement. La délégation togolaise est conduite par le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Global Alumni Association of Togo GAT a bouclé lundi avec succès son projet de réhabilitation Helping Hand Rehabilitation. Le bilan de ce projet a atteint un taux de réalisation de 96% et a permis d'accompagner 50 ex-détenus vers une réintégration sociale réussie. Abdou Salam Okoko, représentant du président du GAT. Ce projet a permis réellement d'insérer 50 ex-détenus. Nous avons fait une tournée presque du Togo, à Nehok, Balimé, Tabliwo, à Takbamé. L'objectif de ce projet était de faire premièrement une plaidoirie. La période des plaidoiries étant faite, il consistait réellement à faire sortir ces anciens détenus et leur réinsérer dans la vie active. 4 maladies tropicales négligées sont éliminées comme problème de santé publique au Togo. Elles sont la filariose lymphatique, le trachome, le ver de Guinée et la trypanosomiase humaine africaine. Professeur Mostafa Midiawa, ministre de la Santé. Le Togo s'honore d'avoir pu éliminer ces maladies en se disant quand même que c'est dû à un certain nombre de paramètres, le leadership du chef de l'État, la place de la santé dans la politique en vigueur et la place des maladies tropicales négligées dans notre plan national de développement sanitaire. Une victoire de santé publique pour le Togo, premier à avoir éliminé ces 4 maladies tropicales négligées dans le monde selon Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo, représentante résidente de l'OMS au Togo. C'est un jour extraordinaire pour nous tous, pour la santé publique, pour le Togo et pour le monde entier. C'est une grande victoire pas de la médecine mais une victoire de santé publique. Le Togo est le premier pays à travers le monde à avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées en tant que problème de santé publique. Il s'apprête à aller vers l'élimination d'une 5e. C'est pour dire combien de fois aujourd'hui on est fiers de tout le gouvernement togolais et particulièrement du chef de l'État.
Merci à vous, Hervé Essai, pour la synthèse de l'actu de la semaine au Togo. Rendez-vous samedi prochain. Nous sommes en studio avec l'activiste togolais Foli Sativi, premier porte-parole du mouvement En Aucun Cas. Monsieur Sativi, nous avez écouté l'information qui est là depuis mercredi au Togo. C'est cette ambition, c'est ce souhait de voir augmenter le nombre de députés la prochaine législature. Maintenant, un député par commune, 117 au lieu de 91 actuellement. Quelle est votre analyse sur cette proposition? Je pense que mon opinion va rejoindre celui de M. Agbové. Je pense que cela ne répond vraiment à aucun besoin actuel. C'est pour répondre au découpage actuel qui non, en réalité, ce problème, c'est plutôt un faux problème. Passer de 91 députés à 117 ne répond à aucun besoin actuel. Ça va peut-être satisfaire certains politiques qui vont gagner un salaire, qui vont gagner des primes, des émoluments, des avantages. Mais qu'est-ce que la population va en réalité gagner? Déjà, on a 91 qui sont incapables de défendre réellement les droits et intérêts de la population. Et vous pensez que c'est en ayant des députés supplémentaires que les droits de la population seront considérés? Non, je ne pense pas. Les 91 suffisent déjà. C'est déjà suffisant si on a vraiment envie de faire quelque chose. Mais non, il faut voir comment on peut répartir ces 91 sur l'ensemble de la population. Il ne faut pas faire de la fuite en avant. Ça, c'est du dilatoire, c'est de la fuite en avant. Ceux qui font des propositions, moi, je ne sais pas sur quoi ils se fondent. Mais en réalité, est-ce qu'on considère vraiment les besoins de la population? Moi, je pense plutôt à la population. Pas aux émoluments, pas aux avantages. C'est ce que je disais. On peut... Selon aussi, c'est par rapport à la population. Ça veut dire que chaque député avec une commune, ça veut dire que vous allez défendre les besoins de cette commune-là. Maintenant, quel est le rôle du maire? Quel est le rôle du maire et de ses adjoints? N'est-ce pas pour représenter les intérêts des populations de cette commune-là? Mais que veut-on me faire comprendre? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si ça a été fait dans un pays, une commune, un député. Je ne sais pas si c'est applicable dans un pays au monde, ou c'est plutôt le Togo qui cherche encore à innover parce que nous sommes spécialistes en innovation de tout et de rien. Mais moi, je pense fondamentalement que cela ne répond à aucun besoin. Aujourd'hui, la population en fait. Aujourd'hui, les gens se cherchent. Le chômage est là. Les problèmes sont là. Les gens sont mal payés. Il y a pas mal de problèmes là. Beaucoup de jeunes vont à l'université, mais vont se retrouver au chômage. Il y a chaque jour des milliers de citoyens qui naissent. Mais rien n'est fait pour satisfaire les besoins de cette nouvelle armée de citoyens qui arrivent. Aujourd'hui, regardez un peu l'état du pays. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. On ne pense pas à ça. Mais on pense plutôt à créer encore des postes supplémentaires pour vider les caisses de la République. Ces fonds-là qui vont être utilisés pour ces députés supplémentaires, je pense, peuvent créer des marchés dans un village. Donc c'est un projet budgétivant, que ça soit au service de la population. Le sujet a été débattu au cadre permanent de concertation. D'abord, on était parti de la CEDAP et on est arrivé au CPC qui regroupe certains acteurs. Toutes les discussions se mènent dans ce cadre-là, globalement, parce que si vous demandez aujourd'hui une assise nationale plus large, ça veut dire que au niveau de nous, en aucun cas, le CPC ne répond pas à vos aspirations. Naturellement. Le CPC, c'est pour des partis politiques. C'est-à-dire, c'est pour des gens qui cherchent le pouvoir, rien que le pouvoir. Et parfois même, c'est des discussions entre amis, entre connaissances. Regardez, il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition qui ne sont même pas représentés là. Oui. Le parti des Togolais, par exemple, il n'est pas là. Le parti des démocrates, ils ne sont pas là. Alors, c'est déjà une initiative exclusionniste. La DMK et autres. La DMK qui n'est pas là, le MPDD qui n'est pas là. C'est déjà une démarche exclusionniste. Nous pensons qu'il faut plutôt rassembler tous les Togolais. Rassembler les leaders d'opinion. Les chefs religieux ont leur mot à dire. Hein. Monseigneur Bariga, il est là, il a son mot à dire. Monsieur Aklasso, Togbi Aklasso, il a son mot à dire. Togbi Agokoli, il a son mot à dire. Le chef canton de Pia, il a son mot à dire. Mais nous ne sommes pas en train de considérer toutes ces personnes-là et nous considérons plutôt les partis politiques. Regardez, allez dans nos partis politiques. Il y a combien de militants au sein de nos partis politiques? Il y a combien de militants au sein de notre organisation de la société civile?
Mais ceux qui représentent les populations ne sont pas représentés. On ne considère pas ce qu'ils pensent. Okay. Le chef à Klassou, par exemple, il représente un peu le canton de Baie. Oui. Toute la communauté. Mais vous ne voulez donc pas considérer ce que pense cette personne-là. Okay. L'autre actualité, c'est nos institutions. Il y a certaines qui sont impliquées dans le processus électoral. On nous cite la CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, la CNDH, qui sont en fin de mandat, d'autres incomplètes mais sont maintenues. Le débat est alimenté par la survie de ces institutions-là. On se demande aujourd'hui quel fondement ou bien quel contenu juridique auront leurs propositions ou bien leurs déclarations par rapport à la société civile ou bien à la population togolaise. Vous, en tant que juriste aujourd'hui, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a question de se douter de ces décisions-là par rapport à leurs décisions, s'ils seront illégales ou légales? Mais vous avez déjà tout dit vous-même. on dit souvent... Parce que vous venez d'adresser des notes à ces institutions-là aussi. Il y en a qui n'ont pas encore reçu de ces notes-là, mais qui le recevront très bientôt. Vous savez, moi je l'ai déjà dit, l'anomalie existait déjà. Depuis 2018, nous étions dans une situation vraiment anachronique. Et l'anomalie persiste toujours. On cherche juste à arranger où nous sommes en train de discuter de ce qui était déjà faussé à la base. La mise en place de la CENI était déjà faussée. La mise en place de la HAC était déjà faussée. La mise en place de la Cour constitutionnelle était déjà faussée. Je me rappelle qu'en 2020, j'ai même adressé un courrier à l'Assemblée nationale pour parler de M. Abdou Assouma, paix à son âme, pour parler de certains nombres de membres de la Cour constitutionnelle qui ne devaient pas y siéger au nom de la nouvelle constitution que M. Faure Gnassingbé et ses amis avaient eu à faire en 2019. L'anomalie existait déjà. Le problème existait déjà. Maintenant, pourquoi cherchons-nous maintenant à peindre ce qui est déjà pourri? C'est ce qu'on cherche à faire. La chose est déjà pourrie. Il faut le remplacer. C'est en cela que je reviens toujours sur les assises nationales. Retrouvons-nous. On va essayer de dissoudre tout ça, de mettre tout ça un peu à la poubelle, quoi. Et maintenant, on discute entre acteurs, entre citoyens ordinaires. Que pouvons-nous faire pour que demain, il n'y ait plus de fraude? Pour que demain, la HAC ne soit plus plutôt un pourfendeur des libertés? Pour que demain, les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ne soient plus contestées dans ce pays-là. On s'entend. On choisit clairement des acteurs unanimement acceptés et on va aux élections. Mais qui va encore se plaindre de ça? Donc, en vous écoutant, le fait d'aller aux élections plus tard le 31 mars ne résout pas le problème actuel. Il faut s'asseoir, redéfinir les bases et partir... Naturellement. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Il ne faut pas se précipiter. Si M. Faure Gnassingbé, du haut de son piédestal, si les responsables des partis politiques d'opposition de la société civile, si tous ceux qui veulent le changement ou tous ceux qui le professent veulent vraiment le bien de cette population, de ce pays, alors qu'ils fassent profil bas. Asseyons-nous, parlons, discutons, même des questions qui fâchent. On va se dire les vérités, on va se dire comme le disent les Ivoiriens. Aujourd'hui, quelle est la place de la jeunesse dans tout ce combat-là? Parce que on parle d'élections, on est sur le site de gauche et à droite, que ça soit tant de l'opposition que tant du pouvoir. Mais à la fin, on se dit qu'on est laissé sur le carreau. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise a un mot dans tout ce conglomérat de ce qui se passe? Mais la jeunesse togolaise a perdu espoir. Elle ne se mêle plus des questions politiques. Vous voyez un jeune, vous lui parlez de la politique, non. Il va dire non, que ça c'est un jeu, ils savent ce qu'ils font. Nous, on n'est pas dans ça, on cherche l'argent. Vous voyez les jeunes... Tu as raison. La plupart, ils veulent partir. Tout le monde, presque tous les jeunes veulent partir. Donner un visa pour les États-Unis à un Togolais pour voir si dans les minutes qui suivent, il ne va pas disparaître. Tout le monde a envie de partir. Les jeunes, je peux dire qu'ils ont raison. Hein. Moi, je peux dire qu'ils ont raison parce que c'est la même génération. Je suis de la même génération que tous ces jeunes-là. Oui. Et ils ont raison. Regardez depuis 1990, tout ce qui se fait jusqu'alors. Ou prenez un peu l'exemple de la C14. Les jeunes ont soutenu massivement la C14. Ils ont défendu bec et ongle le changement. Mais après, regardez comment ça a terminé cette C14-là. Et personne
C'est-à-dire, les acteurs impliqués même dans cette C14-là ne se sont pas retrouvés pour se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'est la même chose? Bon, après, tantôt c'est CST, tantôt c'est ci, tantôt c'est ça, tantôt c'est ça, et on finit toujours de la même manière. Et après, on réécrit encore, on appelle encore à l'union de l'opposition, l'union des forces du changement, l'union je ne sais pas. Et c'est le même cycle, c'est la même chose qui reprend. Regardez un peu, après la C14, les Togolais avaient carrément perdu espoir. Mais quand la DMK est arrivée, quand Monsieur Kodjo est arrivé, au nom de Dieu, les gens sont crus. Ils se sont donné corps et âme, les gens ne voulaient même pas aller aux élections, mais les gens se sont dit, mais si c'est Kodjo qui parle, si c'est Kodjo qui nous demande d'y aller, parce qu'il a reçu une certaine révélation, alors on ira. Peut-être que c'est le moment. Après, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et vous voyez un peu ce qui se passe jusqu'à l'heure, où c'est le même Monseigneur Kodjo qui veut maudire des gens. Alors, voulez-vous que la jeunesse ne soit pas désespérée, ne soit pas démobilisée, démotivée? C'est normal. C'est normal. Mais moi, je me dis que ce n'est pas perdu. Non, ce n'est pas perdu. On peut toujours faire ce qu'il faut pour le changement. On peut toujours faire ce qui est bien. Mais il faut que chacun se ressaisisse, que chacun reconnaisse son tort. On va évoquer la situation des droits de l'homme dans le monde et au Togo. La DUDH signée en 1948 à 75 ans. Le 10 décembre dernier, 30 articles contenus dans cette déclaration universelle des droits de l'homme pour que ça soit une charte pour tout pays qui veut évoluer dans la promotion, la défense des droits humains. 75 ans après, Police TV, globalement, quelle est la situation en général selon vous et au Togo sur les droits de l'homme, si on peut le dire? Je pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme suit son cours. Elle reste ce qu'elle est. Il reste que les hommes appliquent son contenu. Je pense que jusqu'à récemment, on pouvait porter un regard positif sur l'application de ces déclarations. Mais les événements de ces dernières années nous ont carrément fait reculer. Nous ont carrément fait reculer dans le monde, et puis en Afrique et au Togo également. Et au Togo, savez-vous, la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie intégrante de notre Constitution. Donc, chaque article de la Déclaration universelle des droits de l'homme est considéré comme une loi togolaise en réalité. Et là, est-ce qu'elle est appliquée au Togo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La Déclaration universelle des droits de l'homme interdit la torture. Mais c'est ce qui a cours dans ce pays. Au 5e point, lui ne doit être soumis en cas de torture. La CNDH et ses partenaires, pour marquer ce 15 ans, sont revenus sur le sujet. La torture, un phénomène loin de disparaître. Vous savez, ce n'est pas la torture qui ne cherche pas à disparaître, mais c'est plutôt les acteurs qui ne veulent pas arrêter de torturer, parce qu'ils ont pris goût à la chose. Les tortionneurs sont là bien connus. Vous étiez aussi victime? Moi, j'ai été victime de plusieurs formes de torture dans ce pays-là. Il y a la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui l'a encore clairement démontré. J'ai été soumis à des formes de torture. Il y a plusieurs personnes qui ont été soumises à des formes de torture. Je pense que la Cour de justice de la CEDEAO a encore rendu récemment des arrêts dans ce sens, où ils ont accusé, condamné le Togo pour torture. Maintenant, quand on parle de torture, qui sont les tortionnaires? Il faut les rechercher. Pourquoi torturent-ils? Il faut chercher à le savoir. Alors, pourquoi torturez-vous? Et pourquoi avez-vous pris l'option d'être des tortionnaires? Il faut les interroger. On nous dit que le phénomène est fréquent dans les prisons. Mais la CNDH a la possibilité de faire arrêter ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Ou bien ils ont peur d'être dégagés par celui qui les a nommés. Non, c'est ça le problème en réalité. Tout le monde voit clairement le problème, mais personne ne veut chercher la solution parce qu'on a tous peur. Ah, oui, on peut en parler juste pour donner sensation, pour faire croire qu'on fait quelque chose, et puis pour satisfaire un peu l'appétit des organisations internationales et puis donc il faut crever l'abcès. Mais il faut aller au-delà des dénonciations.
S'il faut arrêter cela, Oui. je pense que c'est à M. Fornassimbe et à son gouvernement de le faire. Ils ont toutes les cartes en main pour le faire. Il y aura Les des tortionnaires mécanismes, des lois. Je dis les tortionnaires Oui. sont connus. Ou c'est M. Fornassimbe et son gouvernement qui donnent l'accord pour qu'on torture, ou ces personnes le font sans à recevoir l'aval de M. Fornassimbe. Et dans ce cas, M. Fornassimbe se charge de les traduire en justice, ou c'est lui-même qui donne l'ordre et il demande d'arrêter. Et ça s'arrête. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est pour dire, si M. Fornassimbe veut que cela s'arrête aujourd'hui, il le fera. C'est juste une question de volonté. Au-delà de la torture, pour certains acteurs aussi, on a eu du recul par rapport aux libertés de manifestation, de réunion, d'association. Presque 3 ans, 4 ans aujourd'hui au Togo, tout est aux arrêts. Ben, c'est ce que M. Fornassimbe veut. C'est lui qui le veut. C'est ce qu'il veut. Il veut gouverner sans l'opposition. Ah bon. Il veut gouverner sans opposants. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est... Il est plutôt content. Les membres du gouvernement sont plutôt contents. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont fait des lois liberticides pour restreindre les libertés de réunion, de manifestation, d'association. Ils sont contents avec ça. Mais... est-ce que tout ça sert la République? Est-ce que ça sert les intérêts de ce pays? Parce que dès l'instant où vous dites, vous refusez à quelqu'un qui a faim de ne pas se plaindre, alors vous êtes en train de créer autre chose. Il va chercher les voies et moyens pour se plaindre autrement, puisque vous lui avez demandé de se taire, de ne pas manifester. Ça fait. Il va chercher d'autres moyens. Alors, quand viendra ce moment, que dira-t-on? Qu'ils ont tort? Non, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. La liberté d'association, la liberté de manifestation permet plutôt aux gouvernants d'être au fait de ce que pense la population et de recueillir l'avis, les opinions des uns et des autres, de savoir qu'on gouverne bien ou qu'on gouverne mal. Parce que ce soit les partis politiques, les organisations de la société civile, aujourd'hui c'est difficile de mener des activités, mais c'est un message. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Moi je pense que il faut reconquérir tout ça. Comme en 90. Il faut montrer au pouvoir en place qu'on n'a vraiment pas peur de notre vie. Monsieur Gildas. Lorsque le pouvoir saura que la jeunesse, la population n'a pas peur de conquérir ses libertés à lui, ils vont rebrousser chemin. Mais moi je ne souhaiterais pas qu'on arrive jusque-là. Je préfère plutôt qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on s'entende sur le minimum. Mais s'ils ne veulent pas qu'on s'asseye, mais vous ne pouvez pas me priver de nourriture et m'empêcher également de parler. Vous ne pouvez pas me frapper et m'interdire de pleurer. Alors, c'est soit l'un ou soit l'autre. Justement, vous avez pleuré, vous êtes resté sans rien prendre le 16 février 2023. Vous avez dit que vous avez entamé une grève de la faim. Vous avez lu domicile devant la maison de Madame Sabine Messon, c'est la mère du chef de l'État. Est-ce que cette grève-là continue aujourd'hui ou bien vous l'avez levée entre-temps? Ben, je l'ai levée parce que ce que je demandais a été satisfait. Qu'est-ce que vous demandez? Mais en ce moment, ils voulaient déguerpir les gens au bord des voies. C'était ce qu'ils voulaient faire. Ils veulent déguerpir tout le monde au bord des voies. Et je pense qu'à beaucoup d'endroits, ils n'ont pu le faire. Ils ont commencé, mais ils ont arrêté. Alors, j'ai obtenu satisfaction. Il n'y a plus de raison valable pour que je puisse continuer. Maintenant, la question que je me posais, bon, depuis qu'ils ont dégagé certains, je n'ai rien vu se faire à ce niveau et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu réellement faire ça? Donc, en réalité, ils veulent juste... C'est pour rendre belle la ville de Lomé. Quelle ville. Éviter les accidents. Belle quelle ville. Dégager les trottoirs. Non, mais ils veulent rendre belle quelle ville. Rentrer dans les couloirs, dans les quartiers. Rentrer dans les quartiers. Regardez un peu quand il pleut, ce qui se passe. Regardez un peu l'état des rues. Mais s'ils veulent rendre belle la ville, qu'ils commencent par là. S'ils veulent rendre belle la ville, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas la priorité. La priorité est ailleurs. On laisse la priorité pour se concentrer sur
ce qu'il ne faut pas. Est-ce dire que vous êtes content de la situation, celle que vit la ville de Lomé? Est-ce que cette image-là nous ressemble? Si jusqu'alors nous sommes encore à un certain niveau, ce n'est pas à nous la faute, c'est plutôt ceux qui gouvernent, qui n'ont vraiment pas d'ambition. Mais il faut commencer quelque part aussi aujourd'hui, un jour. Et c'est par là qu'il faut commencer. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, dit-on souvent, monsieur Sativi. Ma question, est-ce par là qu'il faut commencer? Des gens qui ont fait des prêts à Fusec Togo, à COSEC et autres, et qui cherchent les moyens de rembourser ces prêts-là. Vous venez vous dégager leur installation. Êtes-vous en train de faire du bien ou du mal à la population? Il y a des dames qui ont juste pris 20 000, qui ont commencé par vendre du riz ou du com au bord des routes. Vous les dégagez, vous privez et la maman et ses enfants de nourriture. Êtes-vous en train de faire progresser le pays ou en train de le faire régresser? Moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer par réfléchir. On veut rendre belle la ville, mais rendons d'abord belle le ventre des gens. Il faudrait que les gens soient d'abord rassasiés, qu'ils aient le minimum vital, et ensuite on parle là d'autres choses. Mais les gens n'ont pas ce qu'ils vont manger. Les gens vont à l'école, mais aucun avenir. Les gens ont des diplômes, mais n'ont pas d'emploi. Les gens se sont fait former, mais ne trouvent pas d'issue. Vous-même, vos journalistes, vous vous plaignez. L'aide de l'État à la presse, regardez, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut satisfaire. On ne les fait pas. Et on se concentre sur ce qu'on peut appeler l'agréable, mais ce qui n'est en réalité que je ne sais même pas quel mot utiliser. Mais ce n'est même pas ça l'agréable. Ok. Madame, monsieur, nous sommes avec l'activiste togolais Foli Sativi, premier porte-parole du mouvement En aucun cas. Il est temps de marquer la pause. On revient, on va évoquer la situation de corruption au Togo avec la Plucia qui nous renseigne que ceux-là qui ont détourné les fonds publics ont continué ou bien ont commencé, disais-je, par rembourser les fonds détournés. On va évoquer l'international, la Sativi, le premier porte-parole du mouvement En aucun cas. On le dit souvent, elle est le dernier rempart pour les citoyens, la justice. Mais au Togo, notre justice est minée par plusieurs mots et le juge Abdoulaye Yaya a trouvé les bons mots pour décrire quand même ces mots dont souffre notre justice, un dysfonctionnement criard. Après août 2022, le juge revient à la charge et dans un réquisitoire, il a de nouveau frappé que ce soit les avocats, les huissiers, les commissaires priseurs, les géomètres, chacun en a eu pour compte travailler dans le respect des lois, dans la règle de l'art. Encore une deuxième sortie du juge Abdoulaye Yaya, diversement apprécié. Monsieur Sativi, aujourd'hui on sait qu'on a des plaies béantes au niveau de notre justice, mais si des voix comme celle du juge Yaya sortent de temps en temps pour recadrer ses confrères, ça dit qu'au sommet, on est conscient que ça ne va pas. Vous savez, ceux qui gouvernent ce pays ne sont pas aveugles en réalité. Qu'ils fassent du bien ou qu'ils fassent du mal, ils savent ce qu'ils font. Le problème était déjà là avant M. Abdoulaye Yaya. Et lui-même, il sait un peu ce qui se passe là. Il a dit, mais il a le pouvoir, le plus marrant, c'est qu'il a le pouvoir de faire changer certaines choses. Il ne le fait pas. Pourquoi dénonce-t-il? Mais si vous êtes capable de faire changer des choses, vous n'avez même plus besoin de dénoncer. Agissez. Et après, rendez compte. Mais pourquoi se borne-t-il simplement à dénoncer? Mais il connaît un peu le premier responsable de ce pays qu'il a nommé. Il connaît très bien le numéro de téléphone de M. Fornassi. Il connaît très bien son bureau. Il peut s'y rendre sans nécessairement obtenir audience. Alors pourquoi ne va-t-il pas voir M. Fornassi par rapport à de telles situations? Exemple des litiges fonciers aujourd'hui, l'affaire des gros bras, les juges ou bien les magistrats qui ont beaucoup de domaines terriens. Abdoulaye aujourd'hui ce pouvoir de siffler la fin de la récréation. Mais je pense qu'il a le pouvoir d'agir. Mais en agissant, il fait appel au chef de l'État. Mais monsieur le président, telle chose qui se passe dans ce pays, il faudrait l'arrêter. Mais j'ai besoin de votre concours. J'ai besoin de votre aide. Monsieur le ministre de la Justice, j'ai besoin de votre aide. Alors, il parle aux médias, il parle à qui? À la population, qui en est déjà victime. Alors que lui, il a le pouvoir d'agir. Mais pourquoi n'agit-il pas? C'est ce que moi je dis. Qu'il agisse et après il rend compte. On l'applaudirait ainsi.
Mais s'il se borne simplement à dénoncer, est-il un activiste? Est-il un défenseur des droits de l'homme? Est-il un opposant? Mais il fait pareil. Il fait partie de ceux qui gouvernent ce pays. Il fait partie du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, c'est le troisième pouvoir. C'est le troisième pouvoir. Il a des prérogatives qu'il s'en serve. Mais qu'il ne nous fasse quand même pas du cantata. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est des choses qui sont déjà sûres par beaucoup de gens. Oui. C'est des choses que la population sait déjà. Ce que la population cherche n'est pas celui qui va dénoncer, mais celui qui peut arrêter tout ça. Alors qu'il agisse de grâce. Qu'il interpelle M. Fornas Singbe. Qu'il interpelle le ministre de la Justice, les membres du gouvernement, et tous ceux qui ont ce pouvoir-là, qu'il va les voir, qu'il leur dise ce qu'on fait là jusqu'alors là, c'est pas bon quoi. Arrêtons. Arrêtons. Lui-même, il a dit que des juges font des margouilles. Oui. Alors, qui appelle ces juges-là? Je suis informé de vos margouilles. Il dit qu'il a peur de... Comment? Parce que c'est pour la question. Bon, soit il nous dit carrément qu'il a peur de ces personnes, qu'ils ont plus d'influence que lui dans l'appareil étatique. Alors, on peut organiser peut-être une manifestation pour l'aider. Si c'est ce qu'il veut dire, s'il nous dit qu'il a peur, aidez-moi, aidez-moi, c'est-à-dire s'il vous plaît, aidez-moi. Donnez-moi encore des leviers. Alors, dans ce cas, moi je peux mobiliser. Je peux dire population togolaise sortant, soutenons ce que dit-elle. Alors on peut le faire. Mais jusqu'à là, il ne nous dit pas qu'il a peur. Donc au-delà des dénonciations, il faudrait qu'il joigne l'acte à la parole. Oui, allez-y. Et l'autre chose également, les avocats qu'il a indexés, je pense que là, bon, en ce moment, il faudrait que ces avocats également se ressaisissent. Mais je pense fondamentalement qu'il faut commencer par arrêter quelques-uns pour que les autres arrêtent. En réalité, c'est ça. Pour certains, c'est l'impunité qui est érigée en règle d'or au Togo. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, personne n'est inquiété. Mais tant que je sais que je vais le faire et qu'il n'y aura rien, alors pourquoi vais-je m'inquiéter? Quand moi j'étais encore à la prison civile de Lomé, tout ce que moi je savais sur la justice togolaise, si je veux en parler, c'est sûr et certain que je vais exploser des choses. Mais M. Aboulaye Yaya le sait. Quand je l'ai lu, j'ai compris qu'il sait toutes ces choses-là. Alors qu'il le fasse arrêter. Qu'il le fasse arrêter. Il a le pouvoir, il en a le pouvoir. Okay. La corruption aussi est citée comme l'une des plaies de notre justice, et justement le Togo a mis en place plusieurs mécanismes pour lutter contre la corruption. La preuve, on citera la Aplusia qui est mise en place en 2015 mais qui a démarré officiellement ses travaux en 2018. C'est pour lutter contre la corruption, ce phénomène-là qui gangrène l'économie du pays. Récemment, le président de cette institution, Kimi Abalo Abba, nous disait que ceux-là qui ont détourné l'argent public de l'État ont commencé le remboursement des fonds détournés. Mais par quelle manière, on ne le sait. Mais au-delà de ça, Chativi, on peut dire que c'est un bon début, hein, une bonne information. Bon, que des gens, des corrompus, sont en train de rembourser ce qu'ils ont pris, c'est une bonne chose quand même, hein. Mais ça reste encore. Qu'est-ce qui reste encore? Ça reste. Parce que me dire que des gens qui ont volé, détourné, pris l'argent, qui ont fait de la caisse de l'État leur portefeuille, se lève et puis accepte de rembourser un catimini, cela me fait réfléchir. Maintenant, pourquoi? Vous voulez qu'il le fasse? Pourquoi ce remboursement en catimini? Et que prévoient les lois togolaises en ce sens? Quand il s'agit des détournements de fonds publics, que prévoient les lois? Quand j'étais encore en prison, j'ai vu qu'on a arrêté des gens de l'ETR et qu'on les a foutus en prison. Ils devaient recevoir entre 5 ans et 20 ans pour détournement des fonds publics. Alors, c'est quoi cette manège-là? Et qu'on essaie de mettre en place pour nous faire croire que des gens sont en train de rembourser tout ça. Et maintenant, qui sont ces personnes-là? Est-ce qu'on peut les connaître?
Est-ce qu'on peut savoir qui a pris l'argent qui devait servir à construire un marché à Pagoda, par exemple? Qui a pris l'argent qui doit servir contre la lutte contre le Covid-19? Il faut qu'au moins qu'on ait des noms. Qu'on sache qui a pris, qui a fait quoi et qui pourquoi. Fait quoi, il a pris combien, il a remboursé combien. C'est aussi la transparence. Il a remboursé. Mais là, tous les dommages qu'il a causés à la République, il faudrait qu'il rembourse également tout ça. Qu'il paie pour le préjudice subi par la nation. À cause de lui, peut-être, il y a des travaux qui n'ont pu être faits. Oui. Et ça a eu des répercussions sur la population, sur la bonne marche du pays. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est encore l'un de ces manèges que trouve toujours le pouvoir pour nous endormir dans ce pays. En réalité, c'est un jeu. Vous ne croyez pas la déclaration? C'est une pagaille organisée. Ah bon? Ça, c'est une pagaille, il faut le dire. Dans aucun pays du monde, vous n'entendrez parler de cela. Même Bolloré. Au moins, en France, on a dit Bolloré, il lui a payé au parquet, machin, parquet financier. Mais du moins, les gens sont sûrs quand même que Bolloré a fait ci, a fait ça, et que c'est parce qu'il a fait ça qu'il a payé tel. Mais non, on ne nous dit pas que oui, tel monsieur Kodjo, monsieur Komla, il a pris tel argent qui doit servir à tel. Et il a pris 100 millions, par exemple, et bon, il est venu, il nous a remboursé 105 millions. Non, on ne dit pas ça. Mais globalement, comment vous voyez cette lutte-là contre la corruption au Togo? Jusqu'alors, M. Kimi Abalo, ben moi, je vois que son bilan est très négatif. Il vient à peine d'arriver. Non, mais c'est très négatif. C'est très négatif. Cette lutte-là qu'il veut mener contre la corruption, il le fait très mal. Quand il est venu, il a rencontré les différents acteurs. Il était à certains postes même dans l'intérieur du pays, que ce soit à Sanvikodi ou dans l'intérieur du pays, pour sensibiliser quand même les populations, ceux qui sont à des responsabilités diverses, pour les sensibiliser sur comment on doit quand même mettre fin à la corruption. Est-ce que la corruption s'est arrêtée? Est-ce que vous avez constaté un début de changement? On a dit aux États-Unis la corruption. Il y a dernièrement à Kara, j'ai lu des jeunes se plaindre qu'on leur fait payer des fonds pour obtenir le passeport à Kara. Et quand vous partez un peu à la frontière Togo-Ghana, ici, aux frontières poreuses là, vous voyez les militaires qui sont aux frontières, ils prennent 100 francs aux passants, 200, 300 aux passants, en fonction de ta qualité, si tu es piéton, si tu es sur une moto ou une voiture. Bon, en fonction de ta qualité, on te prend de l'argent. C'est cet argent-là. Pourquoi est-ce qu'on le prend et ça sert à quoi? Ça va où? Mais il faut commencer par arrêter tout ça. Il faut commencer d'abord par arrêter tout ça. Tout ce qui se passe dans ce pays-là, il faut commencer par les arrêter. Et c'est à partir de ce moment qu'on dirait que vous êtes en train de lutter contre la corruption. Quand des gens se demandent par exemple à prendre un simple cash-power et qu'ils sont obligés de payer 10 000 francs ou 5 000 francs à quelqu'un avant d'obtenir ce qu'ils veulent, alors c'est déjà problémique. Il faut commencer par faire arrêter cela. Il faut commencer par arrêter des gens. Quand des gens sauront qu'un autre acolyte a été arrêté, il va arrêter également. Mais tant que tout le monde sait que je fais et puis il n'y a rien et que c'est après on va dire si on arrive à m'attraper, je vais rembourser. Bon. Et puis ça va nous encourager. Et puis est-ce que je vais rembourser? Avant d'aller sur le plan international, un mot aussi sur cette commission parlementaire mise en place pour enquêter sur la gestion des fonds de coronavirus. On a vu que la gestion de ces fonds-là, c'était beaucoup de débats. Il y avait eu des confrontations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale entre-temps pour voir qui a fait quoi. Mais on va dire, finalement, la lumière va jaillir. Mais n'est-ce pas les mêmes députés qui avaient dit que les comptes étaient bons? Moi, c'est juste une question que je me pose, parce que j'ai cru entendre les députés dire que tout a été très bien géré, qu'il n'y avait aucun problème. Mais que s'est-il passé entre ces discours-là et la période où ils ont décidé de mettre en place une commission interparlementaire? Que s'est-il passé? Alors, se sont-ils finalement rendus compte qu'ils avaient tort? Moi, je veux juste comprendre, qu'on m'explique. Mais au-delà. Maintenant, par rapport à la gestion des fonds Covid, est-ce qu'on obtiendra satisfaction pour quelque chose? Moi, je ne pense pas. Les personnes impliquées dans tout ça, si on veut le rechercher, sont au sommet. Ils sont au sommet. Je ne me rappelle pas qu'une personne a été inquiétée dans ce pays
un haut responsable a été inquiété dans ce pays parce qu'il a eu à voler, quoi. Parce que tout le monde sait que l'autre, il est comme moi, nous sommes les mêmes. Alors, quel voleur ira arrêter l'autre? Personne. Qui ira arrêter l'autre? Et comment cela va-t-il se faire? C'est impossible. Mais ailleurs, on a pris des décisions courageuses. À côté de nous, ici, au Bénin, Talon a pris des décisions parce courageuses. Que c'est Talon. Parce que c'est Talon. Pourquoi, et je vais parler comme M. Fornassingbe lui-même. Talon, c'est Talon, et fort, c'est fort, quoi. Mais Talon, lui, il a bien voulu assainir les finances publiques. Il a pris des décisions courageuses, même quand ça ne plaît pas. Il a fait des choses. Mais avez-vous déjà vu M. Fornassingbe faire pareil? Quand il avait dit qu'il y a une minorité qui bouffe l'argent du pays. Ça veut dire qu'il est conscient quand même de la situation. C'est qu'il connaît les minorités. Et lui-même, il en fait partie. Lui-même, il en fait partie. Alors, quand il me parle de minorité, alors que toi-même tu en fais partie, ton père en faisait partie, ta famille en fait partie, alors qu'est-ce que tu cherches? C'est comme si tu frappes quelqu'un et puis tu te moques encore de cette personne-là. Il en fait partie, il fait partie de cette minorité. Tous ceux qui l'entourent en font partie. La preuve en est qu'il y a des gens qui ont fait des choses pas possibles, mais qui sont toujours avec lui là. Et qu'il cajole. Donc, il faudrait qu'il sévisse. Qu'il commence. Qu'il tape du poing sur la table. Justement. Pour dire que ça suffit. Justement. Et on sera au bout du tunnel. Mais ce que moi je dis, cette lutte-là également, si on veut la mener, lui-même d'ailleurs il a peur de mener cette lutte-là parce qu'il a peur d'être renversé peut-être par un coup d'État. S'il veut commencer par mener cette lutte-là, il a peur. Quelle est la relation? Mais ceux qui ont bouffé, ceux qui font ces choses-là, mais c'est des gens qui sont proches de lui également. Qui voudra scier la chaise sur laquelle il est assis? Qui? Il a peur de cela. Et c'est en cela que nous parlons d'amnistie générale. Oui, on sait que vous avez déjà volé. On sait que vous avez déjà détourné, vous avez déjà pris. Maintenant, asseyons-nous maintenant. Et disons passer l'éponge sur tout ça. Maintenant, on va essayer de faire comme si on n'a rien vu. Mais ce qui va se passer, c'est que demain, plus personne n'aura l'occasion de voler. Et ce que vous avez pris là, il faut prendre la déclaration, faire la déclaration de ne plus jamais le faire, et également investir ce que vous avez pris là, ce que vous avez volé, que vous cachez là, investir au moins pour le pays. Autre mesure, c'est aussi la déclaration des biens. Le sujet a été évoqué. Ils ne vont jamais le faire. Tambour battant, mais... Ils ne vont jamais le faire. C'est du leurre, c'est du pipos. C'est du dilatoire. En fait, il faut... Qu'est-ce qui est dangereux dans l'acte? Mais depuis 18, M. Fornassingbe gouverne ce pays depuis 2018. En réalité, s'il y a un mot qui le définit le plus, c'est le dilatoire. C'est le champion en dilatoire. C'est le maître en fuite en avant. Il sait qu'il ne va pas le faire. Regardez un peu ce qu'il avait besoin de faire. Et tout ce qu'il a eu à faire, telle loi, après telle autre chose, après telle chose, après tel sens. Est-ce qu'il avait besoin de faire ça avant de déclarer lui-même ses biens? Est-ce qu'il peut aujourd'hui, en âme et conscience, déclarer ses biens? C'est parce qu'il est conscient de sa situation qu'il s'est fait une loi pour dire, après ma présidence, si d'aventure, je ne sais pas si de ce que me peut donner, après ma présidence, je deviens membre à vie du Sénat et je jouis d'une immunité totale. On ne peut pas me poursuivre. C'est parce qu'il est conscient de quelque chose. C'est parce qu'il se sait coupable de quelque chose. Si tu ne Ce qui est la particularité chez nous, c'est que bon, on le fait en catimini entre le ministre ou bien les hauts responsables et la présidente quand même du H-Crune. Ce n'est pas déclaré, ce n'est pas au vu au su du public. Mais est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Fermé. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? On dit que c'était ont commencé. Mais ils ont dit, on va le faire entre nous. Vous n'allez pas savoir ce qu'on déclare. Maintenant, faites-le au moins. On va aller sur le plan international et la synthèse de cette semaine, c'est l'affaire de Anani Kofi Vidilakou. Anani, qu'est-ce qui s'est passé sur le continent durant ces 5 jours? 4 jours après le sommet des chefs d'État à Abuja au Nigeria, la CEDEAO
a officiellement reconnu les autorités militaires au pouvoir au Niger, ceci en vue d'engager des discussions avec le CNSP. Une délégation de l'institution sous-régionale dont le ministre togolais des Affaires étrangères a été reçu jeudi en ce sens. Cette nouvelle position des chefs d'État de la CEDEAO fait suite aux menaces des militaires au Niger qui ont accusé la CEDEAO d'avoir autorisé un ancien ministre de Bazoum à prendre part au sommet d'Abuja dimanche 10 décembre 2023. Colonel-major Abdourahman Amadou, porte-parole des autorités militaires au Niger. Le Niger condamne avec fermeté cette énième provocation de la CEDEAO qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négociée à la situation politique actuelle. La CEDEAO ne peut en effet décider d'une part la suspension du Niger de toutes ses instances et d'autre part permettre à des fugitifs de représenter illégalement notre pays. Cette attitude désinvolte sur fond d'incohérence prouve à suffisance le mépris de la CEDEAO pour les textes communautaires et le droit international en général. Elle s'inscrit dans une logique de soutien à des amis politiques et autres partenaires d'affaires au détriment des intérêts des États et des peuples de la CEDEAO. Elle participe également d'un plan subversif de déstabilisation du Niger à travers la formation d'un prétendu gouvernement parallèle soutenu par des puissances étrangères. La CEDEAO, en répondant à cette critique du CNSP, reconnaît ainsi et ceci officiellement les militaires au pouvoir comme actuelle autorité à Niamey. Toujours avec le Niger, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné vendredi la libération immédiate de Mohamed Bazoum et son retour sans condition au pouvoir. En plus de Bazoum, la Cour demande aussi la libération de sa femme et son fils. Elle estime que plusieurs de leurs droits ont été violés, le droit d'aller et venir et de ne pas être arrêtés arbitrairement. Élection générale en RDC, malgré les informations qui font état d'un possible report des élections générales, la CENI maintient sa position en affirmant qu'elle respectera le délai constitutionnel. Elle maintient donc le scrutin au 20 décembre 2023. Dans cette logique, le gouvernement congolais a reçu un soutien supplémentaire de la MONUSCO et de l'aviation angolaise. Le fils de l'ex-président gabonais Noureddine Bongo, Valentin, actuellement en prison, aurait tenté de soudoyer 4 gardes pénitentiaires en leur promettant 3 millions de francs CFA chacun pour tenter d'obtenir un téléphone pour communiquer avec l'extérieur. Mais ces derniers ont été dénoncés par un de leurs collègues. L'administration pénitentiaire s'est saisie de ces agents impliqués pour une enquête plus approfondie. Les concernés risquent la radiation du corps pénitentiaire ainsi qu'une lourde peine d'emprisonnement. Et puis qu'à faveur de 2023, l'international nigérien Victor Osimhen du club italien Naples a été sacré lundi Ballon d'or africain. Sa compatriote Assissat Oshola du club espagnol de football FC Barcelone a été aussi désignée meilleure joueuse africaine de l'année. Autre récompense, l'entraîneur masculin de l'année est revenu au sélectionneur marocain Walid Regragui et Dizaya Ellis d'Afrique du Sud a été honoré comme entraîneur féminine de l'année. Le goal marocain Yassine Bonou est désigné meilleur gardien africain. L'équipe africaine de l'année est allée au Maroc chez les hommes et au Nigeria chez les femmes. Merci à Nane Kofi Vigirakou. Que ce soit en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, la méthode Ford a toujours payé, comme l'a écrit le journal Flambeau des démocrates dans sa parution de la semaine dernière. Toujours le dialogue. Monsieur Sativi, on a vu aujourd'hui la méthode Ford réussie pour mettre quand même le calme, qui promeut la non-violence sur le continent et tous les regards se tournent vers l'OME pour des solutions. La méthode Ford, c'est quoi déjà? C'est le dialogue. Le dialogue avec qui? Avec les autorités, les putschistes, que ce soit la CEDEAO, les putschistes de ces pays où les bruits de boîte se font résonner. Le dialogue avec les putschistes. En d'autres termes, lui-même, il reconnaît à tout citoyen le droit de faire putsch, c'est ça. Moi, je ne sais pas, je raisonne juste. Je ne dis pas que ce qui a été fait au Mali, au Niger et puis au Burkina Faso est une mauvaise ou une bonne chose. Je pense que c'est quand même l'expression de la colère des populations, des frustrations des populations. Mais quant à M. Fornassimbe, moi, je ne pense pas que ce soit une méthode, c'est plutôt la peur. La peur de subir pareil.
qui le fait courir dans tous les sens, qui l'oblige à cette position-là. Si M. Alassane Ouattara, M. Talon, ils n'ont pas peur de dénoncer les putschs, de faire ci, c'est parce qu'ils savent que rien ne va se passer chez eux. Mais si M. Forna Singbe, il essaie de cajoler, de faire amitié avec les responsables de ces coups d'État, les présidents de transition de ce pays-là, c'est parce que il a peur. C'est tout, c'est la peur qui le guide. Ce n'est rien d'autre, c'est la peur. Parce qu'il se dit, ben, si je laisse faire, j'agis comme Ouattara, et je deviens l'ennemi de Assimi Goïta, je deviens l'ennemi de capitaine Ibrahim Traoré, je deviens l'ennemi de Tiani, que va-t-il se passer? Si des opposants comme en 90 et autres se lèvent et créent une rébellion, c'est sûr et certain qu'ils seront soutenus par ceux-là. Et très vite, je se le balaye. Alors, il faut plutôt donner l'impression de soutenir pour couper le pont aux amis de l'opposition ou aux opposants ou à ceux qui auront l'idée d'aller solliciter l'aide de ces gouvernements-là. Vous pensez qu'il soutient ces coups d'État-là? Non, en réalité, il ne le soutient pas. Il a juste peur, il veut juste éviter un problème chez lui, c'est tout. Moi, c'est ma lecture. Forna Singbe, il veut juste éviter un problème chez lui. Vous voyez un peu, avec son père en 80, dans les années 90, quand on a vu que la CEDEAO était restée intransigeante par rapport à ces renversements de pouvoir, en prenant des décisions un peu draconiennes par rapport à ces hommes de tri qui arrivent au pouvoir. Monsieur de l'État dit la solution ne serait pas d'aller avec force. Il faut aller doucement, il faut dialoguer. Vous pensez que c'est pour préserver son fauteuil? Quand il y a eu coup d'État au Gabon, quelle était sa position? Moi, je veux juste savoir. Quand il y a eu coup d'État au Gabon, quelle était sa position? Et le même, regardez un peu, le même qui dit faire médiation au niveau du Tchad. Vous avez vu comment Mahamat est arrivé au pouvoir? Est-ce que monsieur-là, est-ce qu'il y a une logique dans ces actions-là? Non, est-ce qu'il y a une logique dans les actions que mène Forna Singbe? Il a juste peur. Il est juste conduit par la peur. C'est la peur qui l'oblige à agir ainsi. Il n'y a pas de méthode, il n'y a rien. Du moins, il y a des gens qui peuvent le dire, mais moi je dis, il n'y a rien. Il n'y a aucun soubassement réel. Parce que le gars nage dans une dichotomie totale. Il y a contradiction dans tout ce qu'il est en train de faire. Selon vous, maintenant, quel regard vous portez sur ces renversements de pouvoir, que ce soit en Guinée, au Niger, au Gabon? C'est parce que les présidents ont refusé d'écouter leur peuple et ont décidé d'agir. Les présidents démocratiquement élus aussi. Les présidents de ces pays-là ont décidé d'agir exactement comme le fait actuellement M. Forna Singbe. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, il y a eu frustration. Et puisqu'il y a frustration également dans leur camp, ils ont été éjectés. Ils ont été éjectés. C'est parce qu'ils refusent de parler à la population. Ils refusent de faire ce qu'ils veulent. Comme l'exemple que nous donnons, les assises nationales. Quand vous truquez les élections, quand la population a faim, vous l'empêchez de manifester. Quand les gens manifestent, vous les gazez, vous les arrêtez, vous les humiliez, vous les soumettez à des formes de torture. Quand les gens sont mal payés, on parle, mais vous faites la sourde oreille. Quand le chômage sévit, mais vous ne faites rien. Et que vous vous contentez simplement de votre confort à vous seul et à votre famille, à vos proches, alors sachez qu'à un moment donné, il y a des problèmes qui se posent. Moi, j'ai toujours été j'ai toujours été contre les coups d'État. Parce que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une bonne solution. Des tenants des coups d'État peuvent bien agir, mais c'est rare. Les Sankara sont rares. Les Djadjironis sont rares. Ils sont rares. Des gens viennent au pouvoir, ils prennent le pouvoir et puis ils prennent goût à la chose. Ils se disent, mais donc c'est ce que mangeait mon boss là. Donc c'est cette fille-là qui le Mais le cas du Niger évoqué à Abuja dimanche lors du 4e sommet de la CEDEAO, ce rebondissement, la Cour de justice de la CEDEAO qui demande aujourd'hui la libération immédiate et la réinstallation dans ses fonctions du président Bazoum déchu le 26 juillet 2023 et la libération de ses proches aussi. Ça veut dire que la Cour donne même un mois aux autorités de la junte militaire de procéder quand même à la libération du président de ses proches. Bon, je pense là que ils savent tout ce qu'ils sont en train de faire.
Je suppose qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les autorités nigériennes savent également ce qu'ils sont en train de faire. Eux aussi, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'observe juste. J'observe juste avec mon regard. Et c'est en cela qu'entre-temps, j'ai voulu faire un colloque autour d'un thème. Déboire de la France ou de l'Occident en Afrique, raison d'embrasser la Chine et la Russie. J'ai voulu faire un colloque autour de ce thème-là. Est-ce parce que la France et autres sont mal perçus qu'il faut aller vers ces puissances-là? Parce qu'en réalité, si la jeunesse soutient les coups d'État et autres qui se font à gauche et à droite, c'est parce qu'ils se disent, oui, c'est la France notre problème, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne. Oui, en partie, ils ont raison. En partie, ils ont raison. Ces États font partie du problème, mais ne sont pas tout le problème. Ces États font partie du problème. Et la CEDEAO dans tout ce jeu-là, pour certains, cette institution a perdu son crédibilité. La CEDEAO également essaie souvent de jouer jeu au point où des fois quand ils disent quelque chose de sérieux, on n'en tient même pas compte. Parce qu'au moment où ils doivent lever la main, ils doivent se lever et dire non, ça ce qui se fait là, ce n'est pas normal, il faut corriger, ils ne le font pas. Et c'est quand peut-être... Donc ils sont également, ils nagent dans une contradiction totale, ce qui fait que parfois ils mènent de bonnes actions. La CEDEAO même fait de bonnes choses. Mais parce qu'ils se sont décrédibilisés de par le passé, les gens ne veulent rien entendre d'eux. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc maintenant, à eux de chercher à gagner la confiance des Africains. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission, Monsieur Folie Sativi. Quel mot avez-vous à la jeunesse congolaise, à la classe politique de l'opposition, à l'approche de cette élection? Et justement, quels mots, quels sont les prochains agendas du mouvement Nokonka? Bon, par rapport à la jeunesse, je dis, vous avez raison d'être démotivé, découragé. Et c'est normal, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il faudrait que nous puissions nous ressaisir. Parce que personne ne viendra le faire à notre place. Si nous restons toujours à la même place, il n'y aura pas de changement. Notre vie restera la même. Si nous voulons vraiment que ça change, il faudrait que nous oublions tous ces discours d'opposants, de société civile, de machin, que nous prenions nous-mêmes notre destin en main. Et c'est en cela que je demanderai à tous ceux qui m'écoutent actuellement, qui sont jeunes, de dire « je n'ai pas encore dit mon dernier mot ». Qu'ils se le disent. Et à un moment donné, on va se mettre ensemble, on va faire des choses. Moi, je ferai des actions et certainement que je ne serai pas avec des gens, ce ne serait pas dans le cadre d'une coalition. Mais si ces jeunes veulent également le changement dans ce pays, alors qu'ils soutiennent toutes les initiatives que je porte. Merci beaucoup à vous, Folie Sativi, le premier porte-parole du mouvement en aucun cas d'être passé dans Rétro 7 de ce samedi 7 décembre 2023. Merci à Ité Messan qui a assuré la coordination. La page Facebook était l'affaire de Enjoy. Bon samedi à toutes et à tous. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de l'émission Rétro 7.